La crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo demeure une réalité tragique qui pèse lourdement sur notre nation. Elle détruit des vies, disperse des familles et plonge des communautés entières dans l'incertitude. Dans cette souffrance collective, une génération s'élève avec courage, je citais la jeunesse congolaise. Face à l'horreur et à la peur, cette jeunesse refuse de se taire. Elle porte un message, une espérance et une interpellation. Et c'est précisément autour de cette interrogation que nous concentrons notre réflexion aujourd'hui, notre thème, la voix des jeunes face à la crise sécuritaire à l'Est. Pour en débattre, nous recevons M. Paul Kapita. Mais avant d'entrer dans le vif de ce sujet, je vous laisse découvrir ce qu'il est au travers de ses portraits. Paul Ridier Kapita Mwanza, né le 14 juillet 1997 à Kinshasa, originaire du Kasaï central, précisément du territoire d'Endemba. Après ses études primaires au collège Notre-Dame du Congo, puis secondaire et humanitaire au complexe scolaire Cours-Sénèque, il poursuit son parcours universitaire à l'ISIPA, où il obtient une licence en génie logiciel. Homme des convictions et des responsabilités, il est cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, secrétaire adjoint en charge des relations extérieures au sein de la cellule révolutionnaire de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux Gombe, membre du cercle des élites des combattants de l'IDPS. Il est également coordonnateur de l'ASBEL, Action sociale pour la promotion de la classe moyenne, ASPC en sigle. Un parcours éloquent, reflet d'une jeunesse engagée au service de la nation. Aujourd'hui, il est l'invité du Salon patriotique. Paul Ridier Kapita Mwanza, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci mon cher Bruno. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce du Très-Haut. Cadre de l'UDPS et secrétaire adjoint en charge des relations extérieures à la cellule Révolution de l'UDPS Gombe. Qu'est-ce qui vous a poussé personnellement à vous engager dans la politique? Merci de la question, mon cher Bruno. De prime abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais exprimer ma compassion vis-à-vis de la population de l'Est. Cette population qui est victime d'un théâtre de plus de 20 ans, un théâtre de désolation, orchestré par les ennemis de notre nation, avec la bénédiction de certains fils du pays égarés. Nous sommes ensemble avec eux de cœur. Bientôt, cela va finir. Pour répondre à votre question, monsieur le journaliste, d'abord, je retiens de mon mentor, qui est le patriarche Paul Gabriel Kapita Chabangui, que la politique est une vocation. La politique est une vocation, elle est la solution à tout problème. C'est que le Dieu très haut peut faire, peut réaliser, seul un homme politique peut le réaliser ici sur terre. Et pris de la bonne volonté, de trouver des solutions dans des problèmes sociaux de base de notre population. Je me suis engagé à œuvrer sur le plan social et politique avec mon savoir-faire et mon amour pour notre patrie, pour trouver des solutions aux problèmes sociaux de base de notre population. Voilà pourquoi je me suis engagé en politique et sur le plan social aussi. Vous êtes coordonnateur de l'ASBEL, Action sociale pour la promotion de la classe moyenne, ASPC en sigle. Oui. Mais quel lien faites-vous entre la promotion de la classe moyenne et la recherche des solutions à la crise sécuritaire? Merci. Parlons de la sécurité. Nous avons la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire et sur toute l'étendue de la République, particulièrement la ville de Kinshasa, nous sommes soumis à un problème, à un phénomène qui date de plus de 20 ans. C'est le banditisme urbain. Le banditisme urbain qui devient... Donc on ne peut pas s'accoutumer à cela. Donc, pour revenir à la question, la classe moyenne, c'est la médiane
entre la classe populaire et la classe de aisés, pour ne pas dire la classe de riches. La classe moyenne, c'est elle qui détermine le PIB d'une nation. La classe moyenne, c'est elle qui attire la classe populaire. La classe moyenne, c'est elle qui redonne le souffle dans une nation, surtout sur le plan économique. Alors, si je vais faire un lien entre la classe moyenne et la recherche des solutions à la crise. Oui, oui. Donc, la classe moyenne peut aider à récupérer la classe populaire qui fait aujourd'hui la majorité de la population congolaise. Aujourd'hui, les acteurs principaux en matière de crise sécuritaire dans la ville de Kinshasa, donc les auteurs du banditisme urbain, font partie de la classe populaire. Si aujourd'hui la classe moyenne est bien promue, si aujourd'hui la classe moyenne est bien soutenue, la classe moyenne peut attirer et créer de l'emploi vis-à-vis de ces acteurs, surtout les auteurs de ces banditismes urbains qui font partie de la classe populaire, pour leur attirer, et vous verrez qu'il y aura des solutions concrètes sur le plan sécuritaire, d'abord dans la ville de Kinshasa, sur le plan banditisme urbain. Votre belle action pour la promotion de la classe moyenne a une adresse physique? Oui, oui, dans la commune de Kitambo. Vous êtes dans la commune de Kitambo? Kitambo, sur l'avenue Bangala. Quels en sont les animateurs? Oui, je ne suis pas fondateur, mais j'ai été désigné coordonnateur. Nous avons un bureau restreint d'un coordonnateur ainsi que deux coordonnateurs adjoints. Vous avez déjà eu à réaliser certaines actions sur le terrain? Bon, c'est encore une organisation très jeune. Nous sommes d'abord au niveau de conception de projets pour soumettre aux acquis de droit. Nous ne sommes pas trop dans le populisme. Nous faisons de conception de projets et nous le soumettrons prochainement aux acquis de droit. Alors, selon vous, quel rôle spécifique la jeunesse congolaise doit-elle jouer face à l'insécurité persistante à l'est de la République, voulais-je dire? Merci beaucoup. En fait, la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse que je félicite beaucoup. La jeunesse congolaise a toujours joué un très grand rôle depuis l'époque coloniale. Quand vous suivez l'histoire, Patrice Emery Lumumba, c'était un jeune et compagnie. C'était tous des jeunes. Ils ont joué un très grand rôle pour notre pays. Et la jeunesse congolaise a combattu la dictature de Mobutu. La jeunesse congolaise a combattu le régime passé. La jeunesse congolaise continue de prouver son attachement vis-à-vis de notre patrie. Alors, la jeunesse congolaise peut jouer un très grand rôle, surtout sur la prise de conscience, la mobilisation et les alertes, la vigilance. Puisque aujourd'hui, il y a plusieurs armes. On a les armes surtout sur le plan communicationnel. Vous avez vu comment l'ennemi a pu, avant même d'occuper la ville de Goma, le rebelle avait utilisé une stratégie sur le plan communicationnel, surtout la communication numérique. Ils ont créé une psychose à la population. Ils ont signalé qu'ils ont déjà pris la ville alors qu'ils n'étaient même pas encore entrés. Il n'y avait pas de combat et ils ont signalé. Donc, sur le plan vigilance communicationnelle et surtout, la jeunesse doit être soudée et lutter contre le tribalisme. La jeunesse doit lutter contre le tribalisme. Si vous suivez réellement l'histoire, plusieurs guerres civiles en Afrique, quand vous suivez leur histoire, vous allez vous rendre compte que ça ressort de conflits ethniques. Vous allez en Nigeria, la guerre de Biafra. Vous allez au Rwanda, le génocide. Vous allez en Angola, mêmement, au Libéria. Donc, si nous, jeunesse congolaise, nous nous levons contre le tribalisme, contre la division, vous allez voir qu'on doit trouver une grande solution sur le plan sécuritaire à l'Est. Mais comment expliquez-vous les sentiments d'abandon que certains jeunes de l'Est expriment vis-à-vis des institutions de la République? Je peux dire qu'il y a de quoi. Il y a de quoi, puisque, vous savez, cette guerre date de plus de 20 ans. Même le président Félix-Antoine Tshisekedi a hérité de cette situation. Vous savez, la population de l'Est ne doit pas se considérer comme
le sacrifié de la nation. Non. Dans le jeune de l'Est. Le jeune. Le jeune de l'Est ne doit pas se considérer comme le sacrifié de la nation. Puisqu'ils ont cette impression parce que c'est quelque chose, apparemment, ils considèrent comme si l'État congolais n'arrive pas à trouver de solution pour cela, ou n'a pas besoin de trouver de solution. C'est pour ça qu'ils se sont tournés vite vers le rebelle? Non, non, non. La jeunesse de l'Est ne s'est pas tournée vite vers le rebelle. J'ai des contacts là-bas. Et ce qui se passe là-bas, c'est une situation de terreur. Ces gens-là n'ont rien à voir avec la population congolaise en général, moins encore la jeunesse. Mais on les voyait très présents à chaque meeting que Corneille Nangaa tenait. On voyait la jeunesse être présente. Non, la jeunesse, la présence de la jeunesse, vous savez, quand vous vous retrouvez dans des situations pareilles, je vous ai évoqué la situation de terreur. On prend les jeunes par force, sans armes, sans moyens de défense, et on les emmène dans des lieux pareils pour suivre. Mais est-ce qu'ils se sont demandé si cette jeunesse-là avait mangé le matin avant d'aller dans ces meetings-là? Ils ne se sont pas souciés de cela, sans moyens de défense, sans énergie. Et je ne crois pas que cette jeunesse-là est dupe. C'est une jeunesse brave. Je crois en eux et je sais qu'ils vont trouver une solution aussi de leur part pour soutenir l'exécutif national dans cette démarche de trouver la solution. Alors vous pensez que les jeunes de Kinshasa et ceux de l'Est ont la même perception de la crise sécuritaire? En fait, je vais répondre en deux volets. Je fais partie de la jeunesse de Kinshasa. Ces derniers temps, j'ai beaucoup conversé avec certains jeunes qui viennent de ces zones-là en crise sécuritaire. Ils ont une autre perception, puisqu'ils ont vécu cela. Il y a une différence entre une personne qui attend, qui entend quelque chose, et une personne qui l'a vécu. Donc, je ne pense pas que la jeunesse quinoise pourrait avoir la même perception, mais je sais que la jeunesse quinoise soutient cette jeunesse-là et n'est pas d'accord avec ce qui se passe là-bas. Donc, je ne crois pas qu'on peut avoir la même perception, mais sur le plan émotionnel, on ne peut pas avoir la même perception. Puisqu'il y a une différence entre... Donc, il y a une partie qui a subi et de l'autre qui ont entendu subir l'autre partie. Donc, sur le plan émotionnel, ils n'ont pas la même perception. Paul Ridieu, Kapita Mwanza, vous êtes aussi membre du cercle des élites combattants de l'IDPS. Oui. Comment votre courant politique contribue-t-il à la réflexion sur la pacification de l'Est? Merci beaucoup. Premièrement, le cercle des élites combattants de l'UDPS est un courant de penseurs, une force grise au sein du parti qui a été créé par la jeunesse estudiantine à l'époque. Et aujourd'hui, la majorité sont déjà en train de travailler. Et on continue toujours à étendre l'idéologie de notre cercle. Le cercle est constitué de penseurs, d'élites. Et nous constituons de projets. Actuellement, je vais vous informer que nous avons quelques membres du cercle sur base de leurs projets de société. Ils ont été admis au cabinet du VPM de l'Intérieur. Et quand on tient nos réunions, quand on tient nos réunions ensemble, les réunions du cercle des élites combattants, nous faisons de propositions, de projets de loi et que nous soumettons à nos membres qui font partie du cabinet du VPM de l'Intérieur et à leur tour le soumettent aussi au VPM de l'Intérieur. Je vais vous informer qu'il y a aussi parmi quelques prouesses, quelques réformes qui ont été exercées, qui ont été mises en disposition de l'Assemblée nationale, surtout par le VPM de l'Intérieur. Figurent aussi quelques propositions du cercle des élites combattants. La dernière fois que vous, cercle des élites et combattants, avez tenu quelques actions pour soutenir nos compatriotes de l'Est, remonte à quand? Cette année, nous avons organisé une marche de santé, premièrement, et au point de chute, nous avons tenu une réunion. Nous avons partagé ensemble des idées, des propositions, et nous sommes résolus de venir en aide aux plus démunis,
Surtout parce qu'on n'a pas de moyens pour envoyer quelque chose dans des zones occupées. Alors, nous avons concerté d'aider ceux-là qui fuient là-bas, qui viennent à Kinshasa, sans famille, sans moyens de défense, sans moyens de protection alimentaire, etc. Et c'était ça la résolution de notre organisation. Vous avez aussi une adresse physique, le cercle? Oui, le ou cercle. C'est les sièges de l'UDPS? Oui, c'est le siège de l'UDPS. Nous avons le siège de l'UDPS comme notre adresse. Et nous avons un coordonnateur, nous avons un bureau. Notre coordonnateur s'appelle Maurice Mwamba. Et nous avons ses adjoints ainsi que tout le bureau administratif. Et nous sommes des membres. Est-ce que vous êtes vraiment reconnu au sein du parti? Oui, nous sommes reconnus. Nous avons comme mentor l'ancien secrétaire général du parti, qui est le président de la CEP, qui est actuellement le ministre de l'Intérieur. Okay. Et nous avons l'actuel premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui fait partie de nos parrains aussi, qui est un haut cadre du parti. Alors, certains estiment que les partis politiques exploitent la souffrance de population de l'Est à des fins politiciennes. Comment réagissez-vous à ces reproches? Ils ont raison. Pas tout le parti politique. Quelques partis politiques. Comme l'UDPS? Non, pas du tout. L'UDPS a été fondé par des gens nobles. Nos pères fondateurs n'ont pas... Nos pères fondateurs ont... D'abord, l'origine de l'UDPS. L'UDPS a été créé pas par des parvenus. L'UDPS a été créé par des parlementaires qui travaillaient à l'époque. Mais ils étaient épris de la bonne volonté d'aider le peuple. La situation de la population de l'époque avait fait l'objet de leurs soucis. Voilà pourquoi ils avaient adressé la lettre de 52 pages pour s'adresser à M. Mobutu. Et M. Mobutu n'était pas d'accord avec cela. Voilà pourquoi ils s'étaient dissociés de MPR. Alors, les partis politiques qui soutiennent, qui prennent pour... en fait, qui font de récupération politique pour cette situation de l'Est, surtout la situation sécuritaire, la souffrance de la population de l'Est, sont des partis politiques. Parce que moi, je suis, par exemple, actuellement, quand vous regardez nos amis de l'opposition, par exemple, la Mouka, etc., etc. Donc, vous voyez qu'ils ne condamnent pas, les attaques, ils ne condamnent pas les rebelles, ils veulent légitimer la prise de position des rebelles. Mais alors que c'est une histoire qui se répète. Quand je remonte plus de 20 ans, je vois qu'en 97, c'était le AFDEL. Le AFDEL qui était un suffixe du FPR. Je reviens après le AFDEL, nous avons eu le RCD. Après le RCD, parce que je parle de l'Est, après le RCD, nous avons eu la CNDP. Et aujourd'hui, nous avons le M23. Après, nous avons le M23 et aujourd'hui, nous avons AFC M23. Mais nous avons quand même quelques amis de l'opposition, quelques partis politiques qui se disent de l'opposition, soutenir la démarche, légitimer la démarche des rebelles. C'est déplorable. C'est déplorable. Alors, que peut faire la jeunesse militante de l'UDPS pour que la crise ne soit instrumentalisée politiquement, cette crise de l'Est? La jeunesse doit se faire écouter. La jeunesse de l'UDPS doit se faire écouter par les dirigeants de l'UDPS. La jeunesse doit s'imposer. Parce que la jeunesse de l'UDPS forme 80% de membres au sein du parti. L'UDPS a toujours été animée par des jeunes. L'énergie de la jeunesse, c'est l'UDPS. Quand vous regardez même les parlementaires debout, les forces du progrès, les bonnes forces du progrès, je ne parle pas de forces du progrès fabriquées par les ennemis du parti pour ternir l'image du parti. Vous voyez que c'est la jeunesse qui fait la jeunesse qui fait le parti UDPS. La jeunesse doit se faire écouter, la jeunesse doit être consciente des enjeux de l'heure. La jeunesse doit comprendre que l'UDPS... Vous estimez que vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas écouté, vous, jeunes de l'UDPS? Mais je pourrais dire que pas à 100%. Pas à 100% parce que... Ça bloque à quel niveau? D'abord,
quand il y a crise à la tête du parti, parce que nous devons admettre qu'il y a une crise, et une crise sur le plan, il y a certaines personnes qui se déclarent secrétaire général, il y a l'autre qui se déclare dans le leadership du parti, même au niveau de la Ligue estimez qu'il y a une crise là-bas? Même au niveau de la Ligue des jeunes. Je ne peux pas réfuter certains membres. Ce sont des gens avec qui nous avons milité ensemble. En l'occurrence, l'honorable Amissi Makutano. C'est lui votre président? Oui, c'est lui qui est le président de la Ligue des jeunes. Il y a le docteur Emmanuel Dioko, qui fut président de la Ligue des jeunes aussi, qui se réclame. Et vous dites qu'il y a crise là-bas? Oui, il y a crise. Il y a crise parce que les deux forment un même corps. Ce sont les fils de l'UDPS. Ils ne doivent pas se dissocier de l'idéologie, de l'héritage que nous ont légué nos pères fondateurs. C'est quoi cet héritage? La social-démocratie. Le peu que nous gagnons, nous partageons. La grande partie que nous récupérons, nous partageons. Quand il y a crise d'idées, on se met au dialogue et on parle. On n'a pas besoin d'aller dans la rue. On n'a pas besoin de se battre entre nous. Parce que déjà, nous avons plusieurs ennemis. Si nous-mêmes nous constituons en ennemis, ça va... Alors, Amissi Makutano ne favorise pas cette collaboration au sein de la Ligue des jeunes, UDPS? Il a cette volonté. Il a cette volonté. C'est juste que cela nécessite une médiation. Une médiation que moi, personnellement, j'aurais proposé que ça soit faite par des fondateurs du parti qui doivent appeler toutes les parties pour les écouter, pour trouver un terrain d'entente et nous mettre ensemble autour d'une table. Mais à l'est du pays, ça tire à bout portant là-bas. Vous, jeunes de l'UDPS, qu'est-ce que vous faites? Apparemment, on ne vous sent plus en action comme avant, comme on vous a connu. Ou vous êtes seulement dans les pétitions contre Vital Kamerhe? Merci. Au fait, nous devons savoir qu'au stade où nous sommes arrivés, on n'a plus besoin de beaucoup parler. On a besoin d'action. Tellement vous avez déjà le pouvoir. L'UDPS a été à l'opposition pendant 37 ans. Là, la jeunesse était militante. Hein? Oui. Ce n'est plus le temps de continuer à parler, à crier. On a besoin des actions. La jeunesse de l'UDPS a participé. Vous savez, quand la ville de Goma a été prise en otage par les rebelles, la jeunesse du parti était descendue dans la rue. La jeunesse s'est fait écouter, s'est fait entendre sur le plan international. Je ne dis pas que c'est seulement la jeunesse du parti UDPS qui était descendue de la rue, c'était la jeunesse de toute la République démocratique du Congo, symbolisée, mais... En pillant les ambassades, non. Oui, des magasins à gauche et à droite. L'UDPS n'était pas sorti pour piller les ambassades ainsi que les magasins. L'UDPS était sorti pour manifester contre cette prise en otage de nos frères à l'Est. Il y a eu des rapages de la part de ceux-là que j'avais évoqué au début, de bandits urbains, de Congolais aussi de mauvaise qualité, qui sont partis pour faire ce qu'ils ont eu à faire. Mais l'UDPS ne porte pas cette responsabilité. La police avait maîtrisé la situation, avait agi rapidement et on avait retrouvé le calme. Donc l'UDPS s'impose sur terrain jusqu'à aujourd'hui. L'UDPS continue toujours à prôner les valeurs démocratiques, les valeurs dignes des fils du pays. L'UDPS a besoin que le Congolais puisse reprendre sa valeur. Vous, jeunes de l'UDPS, c'est ce que vous... jeunes de l'UDPS, on a besoin. La jeunesse de l'UDPS, ce n'est pas une jeunesse qui a assoiffé du pouvoir. Non. Vous n'êtes pas assoiffé du pouvoir, mais pourquoi vous voulez faire partir Kamerhe? Ce n'est pas la jeunesse de l'UDPS qui veut faire partir Kamerhe. D'abord, si on veut citer, le symbole de la démocratie, c'est cette Assemblée nationale, c'est l'hémicycle. Kamerhe a été élu par des députés. Il fait partie de l'Union sacrée. Parmi les députés qui ont élu Kamerhe, il y a les députés de l'UDPS qui ont élu Kamerhe. S'il y a eu une pétition en gestation, vu que nous sommes dans une république démocratique, laissons les élus du peuple, les représentants du peuple, apporter leurs éléments et voir ce qu'ils peuvent faire. Parce que vous pouvez servir la nation
tout en étant aussi en dehors. Vous soutenez cette démarche? Je ne suis pas de l'Assemblée nationale, je ne suis pas député ni sénateur, mais j'aimerais dire que... L'UNC est votre allié? Oui. 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 Vous, jeunes de l'UDPS, Oui. l'UNC est votre allié? Oui. Alors... Et maintenant, le président Kamere est dans une chaise injectable. Il y a une pétition en gestation contre lui. Mais... Vous, jeunes de l'UDPS, qu'en dites-vous? Bon, l'UDPS est un parti de démocrates. D'abord, premièrement, avant d'élire Kamere, avant que Kamere soit d'ailleurs, M. Kamere, l'honorable Kamere, soit d'ailleurs le candidat de l'Union sacrée à la tête de l'Assemblée nationale, le président avait prouvé que c'est un démocrate. Le président de la République, l'autorité de référence de l'Union sacrée, avait demandé, avait invité tous les élus de l'Union sacrée à aller à la primaire. Et nous avions 3 candidats. Il y avait l'actuel président de l'Assemblée nationale, il y avait M. Mbosso, et il y avait l'honorable Bahati. Et l'ensemble des députés de l'Union sacrée se sont choisis un représentant. Alors, il n'y a pas un mandat à durée précise à la tête de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle administrativement le CDI, le contrat à durée indéterminée. Si les élus du peuple se décident qu'avec leurs éléments, avec leurs moyens de défense, que M. Kamere n'a plus sa raison d'être à la tête de l'Assemblée nationale, que la voie de la démocratie soit respectée. Au cas contraire, M. Kamere peut demeurer président de l'Assemblée nationale. Alors, je ne suis pas député, je ne suis pas sénateur, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont quand même leurs raisons et ils méritent d'être écoutés aussi, c'est leur démarche. L'UDPS n'y est pour rien, la direction de l'UDPS n'y est pour rien, le président de la République n'y est pour rien. Mais la jeunesse pouvait aussi descendre dans la rue pour dire non à cette pétition. Pourquoi? C'est que vous soutenez alors la démarche. C'est que vous soutenez nous ne soutenons pas. Ouais. Je dis ceci. Les députés ont leurs éléments. Ils doivent convaincre. M. Vital Kamere a ses éléments de défense, ses moyens de défense. Vous voyez? Alors, la jeunesse ne fait pas partie de l'Assemblée nationale, bien que nous avons quand même des députés jeunes à l'Assemblée nationale. Ce sont ces députés-là qui ont élu Vital Kamere, le président de l'Assemblée nationale. Quand ces mêmes députés se disent en moyen de déchoir M. Vital Kamere à la tête de l'Assemblée nationale, si la majorité, bien sûr, s'est décidée, et présenter leurs moyens de défense devant la jeunesse. Parce que jusque-là, ils n'ont pas encore dévoilé le pourquoi de cette pétition sur la place publique. Ça s'est fait toujours à huis clos. Je rappelle que même la décision de donner l'autorisation de poursuite de M. Moutamba s'est fait à huis clos. Ce n'était pas c'était pas le vote à l'hémicycle. Comment vous l'aviez appris, vous, jeune de l'UDPS? Étant jeune, monsieur, d'abord, premièrement, sur le plan... D'abord, en étant patriote, et je fais confiance à notre justice. Je n'aimerais pas vraiment beaucoup faire de commentaires cela. Je n'ai pas fait le droit. Monsieur Moutamba avait des députés et il avait des avocats. Ils sont allés au procès face aux avocats de la République et la composition de la Cour de cassation a décidé ainsi. Alors, je me réserve les commentaires sur des choses que je ne maîtrise pas, surtout que je ne suis pas juriste. Mais c'est un jeune que j'ai beaucoup soutenu, je le connais depuis l'UPC. Il a été président des étudiants, il a créé son parti politique, il a été candidat à président de la République, député national. Il a soutenu le président de la République après la publication des résultats. Il a été nommé sur ordonnance présidentielle ministre de la Justice. Il a prouvé de quoi il était capable. Il a soutenu l'UDPS, soutenir le président, c'est aussi soutenir l'UDPS. Il a soutenu le président après la publication des résultats. Non, soutenir le président de la République, ce n'est pas soutenir l'UDPS.
Un président mais élu, c'est son parti. un président élu, quand vous le soutenez, vous soutenez la majorité de la population congolaise. Il n'est pas votre allié Monsieur Moutamba, avec son parti avec son politique? parti, il est notre allié. Alors, vous êtes aussi censé lui porter secours dans des moments difficiles qu'il traverse. oui. On n'a pas vu la jeunesse de l'UDPS, vous, la jeunesse de l'UDPS, mener de s'exprimer. Vous êtes sûr? Vous ne vous êtes pas exprimé, on ne vous a pas vu. Il y a eu Maître Kitenge qui a fait partie de ses avocats, c'est un membre de l'UDPS, premièrement. Deuxièmement, la jeunesse a exprimé sa désolation par cette décision, mais il n'y a eu aucune déclaration. Mais la justice, la loi est dure, mais c'est la loi. Il y a eu un procès suivi à la télévision, médiatisé. Les avocats ont apporté leurs éléments. Les avocats ont apporté leurs éléments. Ok. Toutes les deux parties, hein. La partie de la République ainsi que la partie des avocats de M. Moutamba. Alors, je ne vois pas pourquoi, en étant jeune de l'UDPS, j'aimerais encore faire des commentaires sur cette matière-là. Donc, la justice a tranché, ce n'est pas la fin du monde. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu, bien sûr. Mais Dieu, c'est un Dieu de l'ordre aussi. Alors, la justice a tranché. On a besoin d'une justice équitable. Alors, on espère que notre justice va continuer dans cette lancée de punir toute personne qui est accusée de détournement. Qu'il n'y ait pas une justice du plus fort, que la justice soit réellement la justice. Je rends hommage à nos magistrats, que je respecte beaucoup. Monsieur Paul, dans cette émission, La Voix de la Population compte autant que celle des experts que vous êtes. Place maintenant aux questions des internautes, juste après ceci. Je prends la première question. La question est signée Patricia Moulumba. Patricia dit, si vous deviez proposer 3 actions prioritaires et réalistes pour impliquer les jeunes dans la résolution de la crise sécuritaire, lesquelles mettriez-vous en avant? Premièrement, c'est l'instauration dans notre programme scolaire du civisme électoral. Civisme électoral, c'est-à-dire? La jeunesse congolaise doit comprendre pourquoi, comment, pour qui voter. Si je peux répéter. Allez-y. Comment, pourquoi et pour qui voter. Apparemment, il y a certains jeunes, je n'ai pas dit tout, il y a certains jeunes qui ne savent pas réellement c'est quoi les élections. Les résultats de ce que nous sommes en train de vivre actuellement à l'est du pays remontent aussi à notre système électoral. Premièrement. Deuxièmement, vous voyez, si je veux proposer encore une deuxième résolution, serait de créer un état général. Faire les états généraux de la jeunesse. Pour montrer à la jeunesse, pour enseigner à la jeunesse, ses ancêtres, les élites, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire. Parce qu'une nation qui ne connaisse pas l'histoire de son pays, une jeunesse qui ne connaît pas l'histoire des gens qui ont marqué l'histoire de son pays. Par exemple, Patrice Emery Lumumba. Ça me fait mal aujourd'hui. Vous savez, la raison pour laquelle il y a certaines choses qui n'avancent pas dans notre pays, c'est parce qu'on n'arrive pas à reconnaître les gens qui se sont sacrifiés pour cette nation. Il y a certains jeunes qui arrivent juste à dire que Patrice Emery Lumumba n'est pas mort pour le pays, il est mort pour sa femme. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Revenons-en au vote. Vous avez dit les jeunes doivent comprendre comment, pourquoi et pour qui voter. Pour qui voter. Oui. Pour qui voter. Alors, avez-vous l'impression que les jeunes
ont eu à voter de personnes qui ne sont pas à la hauteur? Mais parce que, bon, je ne veux pas évoquer certains noms. Vous savez, quand on vote un député provincial, par exemple, moi je réside dans la commune de La Gombe. Nous avons un élu dans la commune de La Gombe. On a voté un député provincial pour aller nous représenter au niveau de l'Assemblée provinciale. Cet élu arrive, à son tour devait voter un sénateur et il devait voter un gouverneur. Quand vous avez quelqu'un qui s'est fait corrompre pour élire un gouverneur ou un sénateur, cette personne-là... Les vôtres s'est fait corrompre? Je n'ai pas dit qu'il s'est fait corrompre. Je vais donner un exemple. Okay. Que nous, à Gombe, nous avons voté un député provincial. Et quand ces députés provinciaux-là exigent une somme auprès d'un candidat sénateur pour être élu, vous pensez que ce monsieur qui sera élu sénateur va venir travailler pour le compte de la République ou il va venir faire en sorte qu'il puisse récupérer ce qu'il a eu à débourser pour être élu sénateur? Cela remonte où? Au vote à suffrage universel direct. Donc, au vote direct de la population pour voter les députés provinciaux. Alors, la population devait savoir pour qui voter, comment et pourquoi. Un député ne peut pas venir, un candidat président, un candidat député national ne peut pas venir juste avec des polos, avec des véhicules, organisant des concerts, des spectacles. D'après vous, quel peut être le critérium pour un candidat? Un candidat doit détenir un projet de société. Oui. Premièrement, un programme clair qui prend en compte les problèmes sociaux de base de notre pays. Il y a une différence entre un homme d'État, un homme politique et un politicien. J'ai été formé. Explicité. Mon mentor, Paul Gabriel Kapita Chabangi, que je rends hommage, m'avait dit qu'un politicien, c'est celui qui attend les élections. Après les élections, il disparaît. Un homme politique ou un homme d'État est un fils du pays qui a un programme. Ça ne nécessite pas de diplôme, moins encore de titres académiques. Patrice Emery Lumumba avait quel titre académique? Ngaloula Pandangila avait quel titre académique? Pour travailler, pour aimer son pays, pour être un bon homme d'État, ça ne nécessite pas de titre académique. Il faut juste être porteur d'un programme clair, précis, qui prend en compte les problèmes sociaux de base de ton pays, premièrement, parce que un diplômé, un soi-disant intellectuel, qui n'arrive pas à trouver les problèmes sociaux de base de son pays, est illettré. Alors, un candidat doit être détenteur d'un programme. Lequel programme il doit défendre devant ses électeurs. Et ces électeurs doivent être très exigeants et attentifs. Et doivent surveiller son élu. Ce n'est pas quelqu'un qui se pointe chez vous avec des polos, de l'argent, et il vous dit que je suis député, je suis venu. Non, non, non. Mais votre élu lui-même, là, il l'a fait aussi. Il est venu avec les polos pour que vous puissiez voter pour lui. Personnellement, je ne lui ai jamais vu, à part par de pancartes. Il ne fait pas partie de mon parti politique. Il est de l'AFDC. Je ne le connais pas personnellement. Je ne l'ai jamais suivi. Je n'ai jamais vu là où il a tenu meeting. Je n'ai jamais vu là où il a parlé. Mais je ne sais pas. Bon, si les gens l'ont fait confiance, ils lui ont voté. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Nous prenons la deuxième question. Elle est signée Albert. Albert dit, votre ASBEL met en avant la classe moyenne comme facteur de stabilité. Comment la création d'une classe moyenne solide peut-elle contribuer indirectement à ramener la paix à l'Est? Vous savez, les fauteurs de troubles actuellement à l'Est, ils utilisent des moyens de défense, ils soutiennent leurs actions, leur barbarie, en disant que le peuple souffre, le peuple est dans une misère. Et moi, je dirais que c'est parce que nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de
de la création d'une vraie et bonne classe moyenne. Si la classe moyenne détient au moins la majorité de la population congolaise, en tout cas, nous pouvons dire que le pays sera développé. Et ces gens-là n'auront pas un moyen de défense. Ils n'auront pas un moyen de défense. Ils ne viendront pas dire que non, nous sommes venus faire la révolution parce qu'il y a la souffrance, la misère. Ils utilisent toujours ce narratif. Donc moi, je crois que la création d'une vraie classe moyenne, ce sera le pilier et le coup d'envoi pour le développement sur le plan économique, social et sécuritaire. Parce que une population qui a au moins le strict minimum vital ne peut pas se laisser dans l'infiltration. Parce que le modus operandi de ces gens, c'est d'abord l'infiltration. Quand ils viennent infiltrer nos frères de l'Est, ils reçoivent des informations. Ils peuvent venir avec, parce que j'ai suivi il y a longtemps, il y a des gens qui sont venus avec des vaches. Ils entrent avec des vaches, ils créent de fermes. Ils disent que non, on va employer quelques jeunes dans des fermes, des gens qui n'ont pas encore du travail, qui suffisent à peine de nouer les deux bouts de mois. On va les employer et tout et tout. Et après, en réalité, ce n'était pas l'idée. Ils avaient un autre cahier des charges. Donc, la création d'une vraie classe moyenne va d'abord, premièrement, soutenir le combat contre la pauvreté, la famine, ainsi que l'emploi, qui va faire en sorte que la population puisse ne pas céder à l'infiltration des ennemis de la République. Nous prenons la troisième question. Elle est signée Bernice Komba. Bernice dit: que diriez-vous à un jeune de Goma ou de Béni qui a perdu espoir dans l'avenir du pays? Je dirais que, vous savez, à l'époque coloniale, nos ancêtres, on leur coupait, on leur amputait les membres. Ça datait de plusieurs années. Mais c'était fini. Donc, je ne peux pas les remplacer ou bien remplacer sa douleur. Je compatis. J'utilisais juste un adage qui dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Qui garde espoir, nous sommes ensemble. On ne les a pas oubliés. Le président de la République est en train de mettre tout en action. Mais dans sa question, je sens qu'ils se sentent oubliés, ils se sentent écartés, ils se voient déjà rester dans une région coupée de la RDC. Non, non, pas du tout. Ça, c'est un vénère rwandais. C'est un vénère rwandais, cette phrase-là. J'aime pas beaucoup écouter, surtout les gens qui parlent de régime de Kinshasa. Régime de Kinshasa. Non, 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 non. Ils sont citoyens congolais. Ils font partie de la population. Ils ont perdu espoir dans l'avenir du pays. Ils ont vraiment perdu l'espoir. Cela prouve qu'ils ne font pas confiance aux gens qui sont venus pour dire, entre guillemets, qu'ils sont venus libérer. Ils ne sont pas venus libérer. Ils sont venus prendre en otage. Ils ont un cahier des charges, ils ont une mission contre la République. Et la seule, unique personne, le seul homme politique qui a besoin actuellement de la paix, de la pacification de toute l'étendue du territoire national, c'est le président de la République. Je leur demanderai juste de faire confiance au président de la République, de le soutenir pour qu'il puisse trouver la solution. Et le président de la République, dans son programme, dans son projet de société, dans son programme électoral, il avait promis qu'il allait pacifier toute l'étendue du territoire national, en l'occurrence l'Est du pays, qu'il fasse confiance au président de la République. Les deux villes principales du nord et sud qui vous sont prises. Que pensez-vous de cette situation? C'est une situation qui fait très mal, sur le plan sécuritaire et économique. Nous avons des amis, nous avons des frères, des connaissances qui subissent cette barbarie. Parce qu'on reçoit des informations quand vous avez des gens qui viennent, qui extorquent des véhicules des gens pour les utiliser pour leur mobilité.
ils se disent autorités temporaires de cette province. Vous avez quelqu'un comme M. Nanga. M. Nanga, j'ignore ce qu'il faisait avant qu'il soit président de la CUNI. Mais je sais que le M23 existait depuis longtemps. Attendez, avant de parler de Nanga, la question tout à l'heure était de savoir ce que vous pensez de la prise des deux villes principales du sud et nord Kivu. Êtes-vous sûr que ces deux villes vont nous revenir ou c'est déjà très sûr? Non, ce n'est pas. Avec le rebelle? Ça n'a jamais été parti. Ça n'a jamais été parti. Ces deux villes font partie de la superficie de la RDC. Aujourd'hui, le VPM, qui est à la tête d'une délégation gouvernementale, a eu du mal à atterrir à Bukavu. Mais plutôt, il est allé à Uvira, la deuxième ville. Oui, il est allé à Uvira. Comment vous dites que la ville de Bukavu n'ait jamais été prise totalement par le rebelle? Non, être prise totalement, c'est comme si ça a été retranché du territoire congolais. Non, non, non. Mais on ne sait pas y accéder. Elle est sous occupation. Preuve en est que le VPM, la délégation gouvernementale, n'a pas eu accès direct. L'aéroport est fermé et elle est sous occupation, cette ville. Cette ville est en guerre entre l'armée nationale congolaise, le FARDC, avec l'armée rwandaise. Et vous pouvez nous rassurer que cette ville sera récupérée? Effectivement, cette ville sera récupérée. Par quel moyen? La force ou la diplomatie? La diplomatie et la force populaire. La diplomatie, la force populaire, ainsi que par nos FARDC. Comment vous allez faire? Comment vous allez vous y prendre? Le président de la République, ainsi que son cabinet et l'exécutif national sont en action et vous verrez les résultats dans quelques jours. Je ne fais pas partie de l'exécutif national. Et la prise de position de Nanga, qu'en dites-vous? Monsieur Nanga, sa prise de position manque de soubassement. Ça n'a aucun sens. Monsieur, ça n'a aucun sens puisque Monsieur Nanga, j'ignore ce qu'il faisait avant qu'il soit président de la CUNI. Mais je sais quand même que le M23 existait avant. Il part déclarer, il part lancer officiellement son histoire de AFC au Kenya, de Ruto. Et après, il n'a pas eu le temps de former une armée. Alors que le M23 existait d'abord, politiquement et sur le plan armé. Ils avaient un commandant, Sultani Makenga, ils avaient Bertrand Bisimwa comme président. Et ils font une fusion pour créer l'AFC EM23 et Nanga vient pour être à la tête de ce mouvement. Par quel miracle? Vous comprenez directement que c'est une histoire qui veut se répéter. À moins que nous soyons naïfs. Monsieur Nanga est un pantin. Infiltré. Comme toujours, il a été utilisé par les ennemis de la République. Et lui, comme fils égaré, et il vient pour faire ce qu'il est en train de faire comme théâtre. Mais en réalité, ce n'est pas Nanga. Voilà pourquoi le président de la République avait dit qu'il ne va pas négocier avec ces gens-là. Parce que Nanga n'a pas d'armes, n'a pas les moyens financiers. Il devient à la tête d'un mouvement rebelle que lui, d'ailleurs, ne connaît même pas la date de création. Il devient à la tête d'un mouvement. Lui, il n'a même pas acheté des armes. M. Sultan Makenga a remplacé Bosco Tanganda. M. Sultan Makenga a agi dans l'ombre depuis le début de cette attaque, depuis la prise de Bunagana. M. Nanga n'était pas là à la prise de Bunagana. Il était encore ici dans la ville de Kinshasa. Mais comment? Comment on peut faire le lien? Donc cela prouve déjà que chez quelqu'un, sa prise de position n'a pas son sens d'être. Bien même avec certains membres du PPRD qui ont rejoint la rébellion, j'en connais beaucoup. Je connais quelques membres de leur ligue de jeunes. Il y a Yannick Chisola, Adam Chaloué. Ils sont partis à la rébellion. Qu'est-ce qu'ils vont nous expliquer? Leur prise de position n'a pas sa raison d'être. Donc nous sommes en guerre contre le Rwanda. La prise de décision n'a pas sa raison d'être. Nous prenons l'autre question. La question est signée Crispin Kapinga. Crispin dit: vous êtes jeune vous-même, engagé à la fois dans la politique et dans les sociales. Quelles valeurs personnelles vous guident dans ces combats? Les valeurs patriotiques. Je suis
amoureux de ma nation. Les gens qui me connaissent depuis le bas âge, je n'ai pas fréquenté les établissements scolaires loin de la commune de La Gombe. Les gens qui me suivent, qui me connaissent, surtout de la commune de La Gombe, me connaissent très bien. Ils savent combien j'ai toujours défendu les valeurs patriotiques. Et ce qui me guide au plus, c'est l'envie de voir un Congolais reprendre sa dignité sur le plan international, sur le plan régional. Un Congolais qui se lève le matin, qui ne pense pas comment manger. Un Congolais qui se lève le matin, qui pense comment inventer, comment réfléchir. Et pour arriver à ces niveaux, il faut trouver des solutions sociales de base. Donc voilà pourquoi je me suis engagé dans ce combat. Et je sais que nous trouverons une solution très rapidement pour redonner au Congolais sa dignité. Nous prenons la dernière question avant de vous libérer. Monsieur Paul, quel message fort lancez-vous aujourd'hui aux jeunes de la RDC, mais aussi aux décideurs politiques pour une paix durable à l'Est? Je vais commencer par la jeunesse, dont je fais partie. Je félicite premièrement la jeunesse de la province d'Uvira. Je ne remets pas en cause l'affectation du général Gassita, mais vous savez, quand la jeunesse s'élève contre quelque chose, il faudrait réfléchir dans plusieurs volets. Je félicite cette jeunesse, ils ont prouvé la résistance. Cette ville a été attaquée à maintes reprises, mais elle n'a pas été prise à cause de la jeunesse, à cause de la mobilisation, à cause de la prise de conscience. Alors, quel message vous le lancez? Je lance le message à tous les jeunes de la République démocratique du Congo de faire comme le jeune de la province d'Uvira, d'être conscient. En ce qui concerne la République, les couleurs politiques ne peuvent pas intervenir. En ce qui concerne la souveraineté, il ne faut pas voir les couleurs politiques. Il ne faut pas voir les tribus, il ne faut pas voir les provinces d'origine. Il faut voir l'intégrité territoriale. Soyons unis, soyons conscients pour défendre notre patrie. Pour les décideurs, je leur demanderai de privilégier l'intérêt national, de mettre de côté les différents politiques, de mettre de côté les divergences d'idées, de voir l'avenir de notre nation, de voir l'avenir de ce peuple qui les ont placés là. Un chef est fait pour les hommes, il n'est pas fait pour lui-même. On est chef parce qu'il y a des gens qui sont dirigés par nous. Donc, ils doivent penser à la population, ils doivent penser aux femmes qui sont violées à l'est du pays. Ils doivent penser aux militaires qui sont tombés armes à main au combat. Qui pensent à eux, qui réfléchissent ensemble pour trouver des solutions. Et ces solutions doivent être durables. Et c'est cela que nous allons laisser une république forte à notre postérité. Paul Ridier, Capitaine Monza, l'émission touche à sa fin. Avez-vous un dernier mot? Le dernier mot, j'aimerais juste faire appel à la jeunesse congolaise de nous accompagner dans notre ASBEL premièrement, pour que nous puissions, parce que nous voulons aussi avoir les idées des autres jeunes. Les autres jeunes peuvent aussi contribuer pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Et j'aimerais aussi remercier la chaîne qui m'a honoré de m'avoir reçu. Merci. C'est un investissement de grande échelle. Merci. Venu d'un fils du pays, de la diaspora. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Ça ne sera pas la dernière fois. Vous serez toujours le bienvenu dans notre studio. Merci beaucoup, monsieur. Merci d'être passé au Salon Patriotique. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au terme de cette émission, une évidence s'impose. La voix des jeunes ne peut être ignorée dans la quête de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Elle est porteuse d'espérance, de force et de volonté de changement.
Nous avons le devoir collectif d'écouter, d'accompagner et de donner de l'espace à cette jeunesse qui refuse la résignation. Car aujourd'hui, plus que jamais, c'est à travers elle qui se dessine l'avenir d'un Congo en paix, fier et uni. Mesdames et messieurs, restez branchés sur Bravo Télévision et à la prochaine.